Bien bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien. Nous, ici, ça va. Nous sommes encore là ce matin pour vous accompagner durant les 1 heure de temps, comme j'ai l'habitude de dire, avec des informations très croustillantes que nous avons à vous livrer en ce jour. Nous sommes en période de vacances, comme vous le savez, et aujourd'hui, nous recevons un coach d'éducation, on va dire, qui va venir nous entretenir sur comment essayer d'entretenir les enfants sur comment ils doivent gérer ces périodes de vacances. Encore une fois, bienvenue à vous dans cette émission. Nous allons déjà commencer, comme vous le savez, par dire bonjour à mes chers chroniqueurs qui sont sur le plateau avec moi et bien entendu à notre invité qui est déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour Ézéchiel, bonjour Gisèle. Bonjour Blandine, bonjour Ézéchiel, bonjour notre coach. Bonjour. Et bonjour aux chers téléspectateurs, nous espérons qu'ils sont là au taquet, ils sont là pour écouter toutes les informations de santé que nous allons leur livrer. Voilà. Bonjour Ézéchiel. Bien le bonjour à vous, bonjour coach, bonjour aussi à nos chers amis fidèles du plateau du bien-être. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Deuxième jour de la semaine. Et donc, c'est le moment de dégager un peu d'énergie positive, en tout cas pour cette suite de semaine. On a besoin, ouais. C'est pour vous que je le dis. Et aussi pour nos amis qui nous suivent, voilà, tous les jours. Merci beaucoup Ézéchiel. Bonjour coach Kwamivi. Exactement. Bonjour tout le monde, vivant et béni soyons demeurons-nous tous. Amen. Comment vous allez? Vivant et béni je suis. Nous sommes tous happés dans cette vague de fraîcheur, mais ce n'est fait que pour une bonne cause, parce que il y a peu, il faisait chaud. Oui, on s'en plaignait. Voilà. Justement. Maintenant, il ne fait plus chaud. Et on se plaint également. Comme je viens de dire, l'essentiel étant d'être là pour le dire. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Merci donc d'être sur ce plateau avec nous. Et comme vous le savez, on démarre toujours cette émission avec une petite causerie. On essaie de donner nos avis sur un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de comment remonter la pente après un échec à un examen. Comment remonter la pente après un échec à un examen. Gisèle? Yes. Ça t'inspire? Mais je dirais que c'est un thème assez particulier, vu que nous sommes dans les vacances et que les élèves, les étudiants, même hier, on a proclamé les résultats du BTS. Déjà. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y en a parmi tous ces candidats-là qui ont peut-être échoué, qui ont essuyé des échecs. Donc, justement, le thème vient à point nommé. Donc, je dirais que pour moi, il faut d'abord connaître la cause de cet échec-là. C'est qu'il faut essayer de faire un bilan ou une analyse pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait et qui a engendré cet échec-là. Essayer de faire, essayer de faire une analyse comme je viens de le dire et de sceller la faille. Et c'est justement en décelant la faille qu'on peut rebondir, on peut reculer et rebondir à nouveau. Il faut aussi s'entourer peut-être des bonnes personnes. Parce que lorsqu'on est en face d'un échec, on se pose 1001 questions. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, nanana. On se plaint des fois, même on se culpabilise. Alors que tout le monde ne peut pas réussir en fait. À un examen par exemple, il faut qu'on se mette dans la tête. Tout le monde ne peut pas réussir. Il va forcément avoir des gens qui ne vont pas réussir. Mais non. Est-ce que ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas fourni assez d'efforts? Ce sont des questions qu'il faut se poser à mon avis. Est-ce qu'ils n'ont pas fourni assez d'efforts? Ou bien est-ce qu'il y a eu des manquements? Ou bien est-ce qu'ils se sont trop mis, ils ont fait trop de la paresse? Ou bien c'est réellement quoi? Et c'est pourquoi j'ai parlé en amont de faire une introspection, faire une analyse de la situation, de l'échec en soi. Et c'est en ce moment qu'on peut essayer de voir dans quel sens on peut rétablir la balance et
mieux sauter et pouvoir voir si dans l'avenir on va réussir ou pas. Mais si on est face à un échec, c'est pas seulement au niveau des élèves, hein. Il y a plusieurs types d'échecs. Ça peut être une faillite, ça peut être même un divorce, ça peut être je ne sais pas quoi, peut-être qu'un investissement qui a mal abouti. Donc il y a différents types d'échecs et selon l'échec, moi je pense que la personne qui a échoué par exemple a besoin de recul. Et a besoin de vraiment analyser et s'entourer des personnes qui vont lui remonter le moral. On n'a pas besoin dans une période d'échec, on n'a pas besoin des gens qui vont nous saquer le moral, qui vont nous répéter que nous sommes inutiles, qui vont nous dire que nous ne pouvons pas le faire, c'est parce que nous sommes paresseux, c'est parce que nous sommes ci, c'est parce que nous sommes ça, qu'on n'a pas réussi. Mais il faut qu'on s'entoure des personnes qui vont pouvoir nous remonter le moral. Ça n'empêche pas que ces personnes-là puissent nous dire peut-être la vérité sur un certain nombre de choses. Que, moi, j'ai constaté que tu n'étais pas vraiment concentré. Hein. Tu passais ton temps à jouer au foot, à jouer peut-être à passer du temps sur des choses inutiles. Au même moment qu'on nous dit l'essentiel, faudrait en même temps qu'il y ait une main qui nous épaule et qui nous dit que ça va aller. Et voilà, petit à petit, on peut remonter la pente. Voilà. Ezekiel? Alors, de mon point de vue, je pense que pour mieux remonter la pente après un échec, la première chose à faire, c'est de l'assumer. C'est-à-dire que lorsque vous essuyez un échec ou lorsque vous êtes confronté à un échec, il faut l'assumer déjà. Parce que la plupart des choses que nous entreprenons, que nous faisons, dépendent de nous. Même l'examen que les élèves ou les étudiants passent dépendent de. C'est-à-dire que dès le premier jour de la rentrée ou bien des cours, on vous dit que l'examen se prépare dès ce jour-là. Et donc ça veut dire que vous avez eu le temps nécessaire, vous avez eu les connaissances qui vous ont été données, voilà, que ce soit en classe, que ce soit dans les amphis, à l'université, tout ça. Donc voilà, pour pouvoir justement éviter l'échec. Donc il faut déjà commencer par l'assumer parce que voilà, c'est entre guillemets de votre faute si vous avez échoué. Maintenant, commencez aussi à analyser, comme je l'ai dit, ce qui n'a pas marché. Parce que vous savez, parfois, vous pouvez avoir un objectif de réussite, c'est avoir de petits plans justement pour arriver à ce stade-là. Donc peut-être que dans ces plans que vous avez établis, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Peut-être que le négatif est un peu plus... Voilà, il y a un peu plus de négatif que de positif, ce qui fait que vous aboutissez à la fin à un résultat négatif. Donc, il faut essayer aussi de voir ce qu'il y a de bien dans ce que vous avez fait pendant le parcours que vous avez élaboré et le transformer justement, et en tout cas, et l'utiliser à faire mieux pour les prochaines fois déjà. Donc, c'est disons, une analyse, un examen de conscience aussi qu'il faut faire justement pour... déjà voir justement ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et le transformer en positif et essayer de justement faire mieux les prochaines fois. Maintenant, c'est pas un truc qui est évident à faire soi-même, donc c'est aussi disons le lieu de pouvoir consulter aussi des spécialistes qui sont aussi capables, voilà, de pouvoir vous orienter, de vous dire, en tout cas de parler avec vous, d'échanger, de savoir ce qui n'a pas marché réellement. Parfois c'est juste au niveau psychologique, hein. Il y a des élèves qui sont très bien en classe, par exemple, et qui à la fin d'année échouent, hein, simplement aux examens. Donc voilà, je pense que c'est aussi psychologique parfois, donc c'est important que toutes ces personnes à qui essuient un échec aient en tout cas disons la spontanéité de pouvoir analyser et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que c'est vrai que c'est un échec, mais tout n'est pas à jeter. On peut se baser sur un échec pour avoir en tout cas de meilleures réussites. Donc voilà, c'est ce que je peux dire un peu grosso modo sur le thème de la causerie du jour. Voilà. Heureusement que le coach est avec nous. Exactement. J'allais justement le dire. Hein. Tu as parlé de spécialistes qui puissent véritablement accompagner ces gens-là. C'est vrai que les échecs, c'est franchement épuisant psychologiquement. Il faudrait être fort mentalement. Il faudrait déjà avoir des personnes autour de soi qui vont peut-être essayer de remonter le moral à ces personnes-là. Mais on remarque ici en Afrique, quand tu échoues, quand tu rentres à la maison, oui, ça même une simple fourchette qui tombe à terre, on t'insulte, on te dit tu es insensé. Tu es tellement insensé que c'est pour ça que tu es parti à l'examen. Tu n'arrives pas à avoir le bac, mais tu veux casser mes plats à C'est ça. Surtout si tu es un gourmand, si c'est mangé, tu sais. Tu es maman africaine. Quand c'est mangé là, tu aimes ça.
C'est là-bas on te trouve. Oui. Mais réussir simple bac, tu n'arrives pas. Alors que sous d'autres cieux, tu deviens l'œuf de la maison. C'est-à-dire qu'on fait tout pour ne pas te heurter, on fait tout pour ne pas que te sens. Voilà. C'est un contraste qui est abyssal, quoi. Donc, c'est l'opportunité pour le coach de nous dire véritablement la conduite comment. à tenir. Voilà, c'est très important parce que avec nos parents. Et la dernière fois même, il y a un parent, son fils lui a dit, papa, jette-moi un fromage. Il dit quoi? On te dit de prendre un lit pour lit, tu n'arrives pas à lire. Oh là, tu n'arrives pas à lire. Mais fromage, là, tu connais le mot. Dégage d'ici. Donc, voilà, coach Kwamivi, quand on se retrouve face à un échec, comment est-ce qu'on peut arriver véritablement à remonter la pente et aux accompagnants, aux parents, aux grandes sœurs, aux grands frères, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, alors, il s'agit là d'un thème assez, comme j'aime bien dire, un thème bateau, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur la question. À la base, comprenons une chose, madame avait dit quelque chose tantôt, c'est que tout le monde ne peut pas réussir à l'examen. Permettez-moi de ne pas être d'accord. Parce que c'est un examen et tous ceux qui y sont inscrits sont censés y être préparés. Et comme j'aime bien dire aux apprenants, les examens scolaires académiques ont une définition très simple. Ce sont des questions auxquelles vous apportez des réponses. Aussi simple que ça. Vous apportez la bonne réponse, vous avez la bonne note. Vous apportez la mauvaise réponse, vous n'avez pas la note. Donc, tout le monde est censé connaître les bonnes notes pour les donner, tout le monde est censé connaître les bonnes réponses pour les donner aux questions posées afin d'avoir les bonnes notes et réussir. Donc, ne réussissent pas ceux qui n'ont pas pu donner les bonnes réponses. On est d'accord sur ça. Maintenant, lorsqu'on prend l'échec, à la base, l'échec n'est pas une mauvaise chose. À la base, l'échec, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde a déjà une fois échoué dans sa vie. La preuve, pour tous ceux qui ont au moins essayé d'apprendre à pédaler, ils savent ce dont on parle. Ils savent ce dont on parle. Moi, j'ai même abandonné. Voilà. Je pense que les jeunes peuvent parler. Exactement. Maintenant, quand on parle d'échec scolaire, il n'y a pas de formule standard. Parce que tout dépend de l'environnement, tout dépend de l'âge, tout dépend des conditions d'études, tout dépend. Il y a tellement de facteurs autour de la question. Et donc, il est très difficile de donner une formule standard qui serait une sorte d'ordonnance à tout le monde. Mais retenons quand même une chose, c'est que quand on parle d'échec scolaire, comme je l'ai dit tantôt, c'est que vous n'avez pas pu donner les bonnes réponses. Donc, tout le monde l'a bien dit, il faut chercher ce qui a causé ce déficit-là. Parce qu'à la base, en tant qu'apprenant, on est censé connaître les bonnes réponses. Maintenant, pourquoi on ne l'a pas connu? Ça peut être un déficit de concentration, ça peut être un déficit de mémoire, ça peut être un déficit de santé physique, ça peut être un déficit spirituel, ça peut être un déficit moral par rapport à l'environnement familial dans lequel on vit, ça peut être un déficit d'alimentation, ça peut être un déficit physique, peut-être la personne est handicapée, or les épreuves étaient de telle sorte qu'il était incapable de fournir les réponses contrairement aux autres. Les causes sont diverses, la liste est longue comme un bras. Maintenant, au-delà de ça, comme la question est posée, comment remonter la pente? Pour remonter la pente, d'abord on se met en état d'esprit. L'état d'esprit ici, c'est un état d'esprit de gagnant. Or, l'état d'esprit de gagnant, c'est pas comme du paracétamol qu'on prend le matin. L'état d'esprit de gagnant, ça s'acquiert déjà le 1er janvier en fait. Et bien avant le 1er janvier. Il faut se mettre dans la tête que pour gagner, en fait, j'aime bien faire cette analogie. Le jour existe parce que la nuit est là. Le blanc est blanc parce qu'il y a du noir. Donc, je gagne parce que quelque part, je peux échouer. Donc, il faut se mettre dans l'esprit que tout est possible. Je peux gagner comme je peux ne pas gagner. Maintenant, tout dépend de la perception de la chose. Est-ce que je considère le fait de ne pas gagner comme un échec? Ou bien je considère le fait de ne pas gagner comme une leçon qui me permet de me corriger et de me recalibrer pour après maintenant gagner réellement.
tout est question d'état d'esprit. Mais là, vous n'allez pas parler d'état d'esprit d'un enfant qui a joué au CPD. Bon, là, on est d'accord. Oui. Du coup, il y a l'environnement qui compte. Parce que les parents, les enseignants, vous l'avez bien dit, tout ce beau monde là autour doit accompagner l'enfant, doit créer un climat de manière que, voilà, on n'ait pas ce contraste dont vous avez parlé entre ici et ailleurs. Mais n'empêche, au-delà de ce contraste-là, il y a que les conditions difficiles permettent aussi, en fait, les conditions difficiles favorisent des décisions radicales. Parce que lorsque vous avez échoué, on a connu des gens qui ont fait le bac, je sais pas moi, 3, 4, 8 fois. Et après, certains ont échoué une fois et ont abandonné. Ceux-ci ont continué 8 fois avant de l'avoir. Donc il y a une certaine détermination. Je sais pas si vous voyez. Donc les conditions difficiles favorisent souvent les décisions radicales. Donc l'apprenant qui se retrouve en situation d'échec à la base par rapport à son état d'esprit va développer maintenant une attitude de quoi qu'il arrive, je dois réussir. Et même si je ne réussis pas aujourd'hui, je vais recommencer autant de fois qu'il le faut pour finalement réussir. Ce n'est pas une compétition avec les autres pour savoir qui est premier, qui est le dernier. Non. C'est une concurrence parce qu'au bout du compte, tout le monde doit y arriver. Et moi aussi, je vais y arriver. À mon heure, mais je vais y arriver. Donc, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut créer dans l'enfant. Il y a des enfants qui, naturellement, sont nés ainsi, sont conçus ainsi. Ils sont nés avec cet état d'esprit-là. Mais il y a d'autres à qui il faut l'inculquer, il faut les aider, il faut les pousser, il faut les accompagner, il faut le leur... J'ai failli dire, il faut le mettre dans coco pour le faire boire. Voilà, donc, c'est comment remonter la pente, voilà. Il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte et je le dis comme ça, mais c'est un travail de très longue haleine. Autant de la part des parents, du moins de la famille, autant de la part des enseignants, autant de la part de l'apprenant lui-même, que justement autant de la part des médias partenaires indirects que nous sommes auprès des écoles. Voilà. Merci beaucoup, coach Komivi, pour cette brillante explication. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Il a tout dit. Alors moi, j'aime toujours revenir dans le contexte africain où justement ce travail de longue haleine est déjà coupé de sa croissance, de sa naissance, parce que les premiers responsables de ce travail-là sont les parents qui ne font pas forcément, en tout cas qui n'ont pas la bonne attitude, voilà, face à leurs enfants qui échouent des échecs. Et c'est triste parce que aujourd'hui, lorsque voilà, un enfant peut-être même qui n'a même pas l'âge d'avoir le bac, parce qu'aujourd'hui on sait qu'à 15 ans et demi, 16 ans, beaucoup d'enfants beaucoup d'adolescents vont au bac et peut-être des fois n'arrivent pas parce que juste le niveau, pas intellectuel mais peut-être psychologique n'y est pas. Au lieu d'aider ces enfants là, leur dire que c'est pas grave et que ils peuvent toujours, parce que si leur donne les bonnes raisons de continuer, on se met à les insulter, à dire n'importe quoi sur ces enfants alors que ce sont nos progénitures. Malheureusement c'est ce que nous vivons, j'en parle parce que c'est ce que nous vivons, donc c'est important aussi de passer un message justement aux parents, en tout cas de pouvoir être beaucoup plus compréhensif envers leurs enfants, surtout lorsqu'il y a un cas d'échec. Voilà. Comme l'a dit le coach Komivi, l'échec n'est pas une fin en soi, c'est plutôt une occasion, une opportunité de mieux sauter, de mieux grimper. Et donc, bon courage à toutes ces personnes-là qui malheureusement n'ont pas pu réussir aux divers examens. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre et certaine que l'année prochaine, là, ça va être rare. Et puis, on va avoir l'occasion de leur parler de comment faire pour occuper leurs vacances, parce que ça va leur permettre de pouvoir remonter la fin, qui sait. Ouais. Je place ça comme ça, je fais une petite passe au coach. C'est clair. Alors, merci beaucoup. C'était notre causerie du jour. À présent, nous allons passer à l'info du jour. Lutte contre le choléra au Nigeria, des experts médicaux conseillent aux habitants des règles d'hygiène. Les détails avec nos confrères de Africa News. Alors que les autorités nigérianes s'efforcent de lutter contre la récente propagation du choléra dans certaines régions du pays, des experts médicaux ont conseillé aux habitants d'adopter une hygiène appropriée lors de la manipulation d'aliments et de substances liquides. Le docteur Adewale Adeleye a déclaré qu'un bon lavage des mains, l'utilisation d'une eau saine et la préparation des aliments sont des moyens de prévenir la propagation du choléra.
Il a ajouté que si les vaccins peuvent être utilisés pour les personnes à risque, ils ne peuvent pas pour l'instant être utilisés à grande échelle, comme dans le cas de la polio. C'est votre médecin qui déterminera si vous devez vous faire vacciner ou non en fonction de si vous présentez un risque élevé. Il n'est donc pas conseillé de procéder à une vaccination de masse, en particulier en cas d'épidémie de choléra. En effet, même avec ce vaccin, si vous le prenez dans les 2 ou 3 ans, l'immunité finit par s'estomper. Ce n'est pas quelque chose que vous prenez qu'une fois, du moins, vous avez besoin d'une dose de rappel en fait. Je pense que vous recevez 2 doses à quelques semaines ou mois d'intervalle, de sorte qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, l'immunité s'installe. À Lagos, centre névralgique du commerce nigérian, les autorités affirment que leur travail porte ses fruits. La situation est bien maîtrisée et j'aimerais que les citoyens ou les résidents de Lagos soient assurés que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que cela ne devienne un problème. Vous pouvez vous détendre et avoir confiance en nous. Nous maîtrisons la situation et vous n'avez pas besoin de paniquer. Continuez vos activités comme d'habitude, mais respectez les recommandations et les conseils de sécurité que nous vous avons donnés. Il convient de noter à nouveau que depuis juin 2024, cette année, lorsque nous avons alerté le public, le gouvernement fédéral du Nigeria, par l'intermédiaire du Centre nigérian de contrôle des maladies, a réagi activement à l'épidémie de choléra, qui a eu un impact significatif sur la santé et le bien-être de notre pays. Les enfants de 5 ans sont les plus touchés. La répartition par sexe est toujours la même, 52% d'hommes et 48% de femmes. Selon le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies, le pays a enregistré plus de 3600 cas suspects de choléra et 103 décès, soit un taux de létalité de 2,8%. Voilà le Nigeria qui s'active contre la propagation du choléra. Ezekiel? Malheureusement, en Afrique, on prend les mêmes heures, recommence, c'est-à-dire que ce sont les mêmes maladies qui tournent et tournent chaque jour. Je n'ai pas eu d'en contre l'Afrique, mais le fait est que c'est les mêmes problèmes qu'on a. Aujourd'hui, on a un problème de vaccin, mais on dit aux gens de continuer à vivre comme si de rien n'était, alors qu'on peut pouvoir effectuer une vaccination de masse, par exemple. Et si les gens continuent à vivre comme si de rien n'était, forcément il y aura contamination et il y aura beaucoup plus de monde qui sont exposés. Donc quand on dit aux gens de continuer à vivre comme si de rien n'était, en même temps on leur dit de respecter les recommandations, mais en même temps qu'il n'y a pas de vaccin pour satisfaire tout le monde, je trouve que c'est un problème assez grand, en tout cas auquel fait face aujourd'hui toujours l'Afrique, alors qu'aujourd'hui on sait qu'au Rwanda, c'est un pays où les labos ont commencé à s'installer pour la fabrication de vaccins, mais il faut faire le nécessaire pour que on puisse avoir au moins les vaccins qu'il faut à l'Afrique, parce qu'aujourd'hui le choléra, le paludisme, ce sont des maladies entre guillemets africaines, c'est des maladies en tout cas dont souffrent les Africains aujourd'hui. Donc il faut mettre en place quelque chose de concret pour qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a ce genre de cas d'épidémie, que les gens puissent justement avoir rapidement accès aux vaccins ou aux médicaments de protection contre ces maladies-là. C'est triste qu'en 2024, on soit toujours dépendant de vaccins venant d'extérieur et qu'on n'ait pas les moyens nécessaires pour soigner la population africaine lorsqu'elle est en danger. Voilà. Ouais, je pense également que c'est un moyen de sensibilisation en même temps à l'endroit de l'Afrique entière. Ce n'est pas qu'au Nigeria. Oui, je pense que comme Ezekiel a dit, il y a beaucoup d'États actuellement qui font assez d'efforts pour pallier ce problème. Comme on le constate, le choléra, c'est la plupart du temps dans les milieux ruraux, dans les milieux assez reculés, là où il n'y a pas assez d'hygiène, et surtout dans les périodes pluvieuses, ça s'amplifie. Et les gouvernements font de leur mieux quand même pour mettre les vaccins à la portée de la population. C'est vrai, c'est pas suffisant, mais je pense que dans le reportage que nous venons de suivre, quand le gouvernement dit que la situation est sous contrôle et que les gens ne s'alarment pas, c'est un moyen quand même de ne pas faire paniquer la population, parce que quand il y a épidémie, qu'il y a pandémie et que les messages, les informations ne vont pas dans un sens pour donner un peu d'espoir, on a tendance à paniquer, et quand on panique, il y a d'autres problèmes
même plus graves que la maladie qui peuvent survenir. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique-là que ces États-là sont, spécialement le Nigeria. Et donc, comme Ezekiel a dit aussi, il y a beaucoup de pays qui sont dans la droite ligne de pouvoir mettre sur pied les laboratoires ici en Afrique pour commencer par fabriquer et fournir des vaccins, des médicaments, pour qu'on ne soit pas dans la pénurie à chaque fois et attendre des Occidentaux. Donc, c'est salutaire. On les encourage beaucoup. Voilà. Vivement que ça soit effectif dans tous les pays de l'Afrique, tout simplement. Ça y va de notre santé et de notre bien-être. Nous marquons une pause et nous revenons juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour donc au plateau. Nous allons à présent nous intéresser aux informations sportives. Ezekiel, aujourd'hui dans Info Sport, tu vas nous parler du mercato, du Tour de France et des Jeux Olympiques. C'est bien ça. Bon, heureusement aujourd'hui tu as un coéquipier sur le parce que je disais les mois là, comme tu sais. Bon. Mais le gigant quand même, non? Aïe. De combien? Le jingle quand même, non? Ok, le jingle. Il veut se voir. Bon, tu as eu ton jingle. Tu peux commencer. Voilà, on peut commencer. Ok, Maintenant, on peut commencer. D'accord. Alors, bonjour aux amoureux du sport, du ballon rond ou encore du ballon ovale, comme vous voulez. Bonjour. Vous êtes amoureux du sport? Bonjour. Je ne ressens pas l'enthousiasme. Alors, nous allons parler aujourd'hui mercato, un peu Tour de France et puis parler des JO qui vont bientôt démarrer. Donc, démarrons avec le mercato, avec la compétitivité de la réalisation. Il faut savoir que l'international togolais Karim Derman, qui a 20 ans et qui évolue du côté de la D2, de la deuxième division de Belgique à Lomel, pourrait rejoindre Manchester United en Angleterre. Donc, il pourrait signer à Manchester United, mais l'intention du club est de le prêter à un autre club de première ligue. Dans un premier temps, généralement, les joueurs jeunes, talentueux, sont prêtés dans d'autres clubs pour justement évoluer et performer pour revenir un peu plus fort dans leur club où ils ont déjà signé. On évoque aussi Giron pour le prêt du joueur international togolais qui est un autre
voilà, club du groupe City, Manchester City. Alors nous allons maintenant parler d'un autre international togolais encore qui s'appelle Evra Agbagnon, c'est un ancien de la SOTR, voilà, qui pourrait s'engager avec Al Hilal Omdurman, donc c'est un club soudanais, donc il aurait trouvé un terrain d'entente, voilà, pour signer avec le club voilà, soudanais. Alors, on va faire un petit crochet par la D1 féminine qui a commencé le dimanche dernier. Ouais. Et donc, à l'occasion de la première journée de la D1, voilà, féminine, la SOTR a battu ce dimanche au stade de la JCA Winners Girl sur un score de 6-0. Donc voilà, la SOTR j'ai envie de dormir, quoi. La SOTR moi, j'ai pas compris. 6-0. C'est parce qu'elles sont plus fortes, c'est tout. Elles ont battu 6-0. C'est ça. 6-0. Donc voilà, le JCA Winners Girls. Donc voilà, c'est un peu les résultats en tout cas, le premier résultat de la première journée de la D1, voilà, féminine. Parlons maintenant de mercato européen. On va parler de Madrid. Quand je dis Madrid, vous pensez à quel club? Oh là, c'est quoi Madrid? Madrid, c'est Real? ça? Non, pas Real, c'est l'Atlético. Il y a deux clubs à Madrid. Donc il y a deux clubs à Madrid. Donc l'Atlético de Madrid devrait, voilà, s'offrir l'attaquant ukrainien Artem Dobik. Donc versé en 36 matchs en Liga, 36 matchs pardon, en Liga la saison dernière. Il était le meilleur buteur de la Liga, 24 buts en Liga pour la saison 2023-2024. Donc il pourrait, voilà, c'est lui à l'écran, il pourrait s'engager avec l'Atlético de Madrid dès cette saison pour la saison du 2024-2025. Donc voilà, ils peuvent s'offrir le meilleur buteur de la Liga dans ces prochains jours. Parlons maintenant de Mercato France, on va parler un peu de Marseille sur la Canebière. Donc voilà, c'est sans surprise que l'international danois Pierre-Emile Højbjerg a signé hier son contrat avec Marseille. Donc voilà, il sera présenté bientôt, voilà lui avec le président Pablo Longoria de Marseille. Le club phocéen a confirmé aussi la venue du milieu de terrain de Tottenham. En tout cas, c'est la troisième signature de Marseille après Ismaël Koné qui a signé, et Mason Greenwood, l'attaquant l'ailier droit de Manchester United qui est passé par Retafe récemment dans le club de notre capitaine Diéné Dakonam. Donc voilà, pour 13,5 millions, Højbjerg a signé à Marseille récemment. Donc voilà pour le mercato en France. En Espagne, on peut parler aussi des rumeurs concernant Nico Williams qui pourrait servir de premier recrue pour Barcelone, et puis Dani Olmo aussi, les deux Espagnols qui ont fait étincelle au niveau de l'Euro dont je vous avais parlé récemment sur ce plateau. Donc pourraient signer à Barcelone, l'un pour 58 millions d'euros et l'autre pour 60 millions d'euros. Voilà, ça fait claquer quand même des millions pour avoir des joueurs dans son équipe. Parlons maintenant un peu Tour de France, le Tour de France qui a pris fin le dimanche dernier, le 21 juillet. Et donc le grand vainqueur de ce Tour de France, c'est Tadej Pogačar, qui est resté longtemps en tête du classement du Tour de France. Voilà, lui à l'image. Donc il a remporté sa 6e étape sur le Tour de France et gagne donc le Tour de France et maillot jaune. Donc il fait la grande boucle, pour la 3e fois de sa carrière, et Binyam Djamani, notre Africain qui a gagné, en tout cas pour la première fois de l'histoire, un Africain qui a gagné pour la première fois de l'histoire une étape, en Tour de France. Il a gagné 3 étapes et il a aussi maillot vert, donc c'est lui le meilleur du classement, point par point. Donc il remporte le maillot vert. Même chose aussi pour Richard Carapaz qui devient le premier équatorien à remporter le classement des meilleurs grimpeurs sur le Tour de France. Donc voilà, c'est un peu le classement général qu'on peut donner par rapport au Tour de France. Vous avez le classement général: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, le Danois qui est 2e, avec Remco Evenepoel 3e du classement général. Et la suite du classement que vous voyez, malheureusement pour ce Tour de France, aucun Français en tout cas dans le haut du classement, comme vous avez pu le voir malheureusement. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au Tour de France. Maintenant, dans 3 jours, commencent les Jeux Olympiques, comme vous savez. C'est les JO de Paris 2024, donc qui vont se dérouler du 26, donc en 3 jours, du 26 au 11 août 2024 à Paris, en France. Donc on aura plusieurs disciplines qui seront présentes, 43 disciplines exactement, qui seront présentes à Paris: athlétisme, aviron, badminton, baseball, boxe anglaise, canoë-kayak. On sait qu'on a un médaillé en canoë-kayak au Togo, Bouketi. Voilà, cyclisme, sport équestre, escrime, football, gymnastique. Il y en a tellement: haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, lutte, natation, pentathlon, moderne, softball, taekwondo, tennis de table, tir à l'arc et triathlon, voile, volley. Il y en a tellement, je ne peux pas tout citer, mais on va se régaler pendant cette période de Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est clair. En tout cas, c'est la période que moi j'aime
particulièrement... je Parce vais qu'il y a pas de rater. tout, quoi. Niveau sport. Non, niveau sport, Niveau je vais sport. pas rater. Surtout la natation. C'est mon coup de cœur. Blandine, Je suis sûr que c'est à cause de Florent Malodou que tu regardes la natation. Avec ses abdos, tout ça, non? C'est ça qui a dit. Je suis sûr que c'est ça. Donc voilà, du 26 au 11 août, voilà, on aura les JO. Moi, je serai là pour donner l'essentiel de l'information dans la rubrique Info Sport. Mais il y aura aussi le Club Sport Santé qui vous donnera les bonnes informations. Les mercredis, c'est tous les mercredis à midi, voilà, ici sur SOS Docteur TV. Merci beaucoup, Ézéchiel. Le rendez-vous est donc pris avec toi la semaine prochaine. La semaine prochaine, déjà, on va commencer à parler des JO parce que ça va commencer depuis un moment déjà. Merci beaucoup. Et à présent, nous allons aller à l'hôpital avec Gisèle. La fréquence cardiaque, l'amplitude, le poids, la fréquence de la respiration, la tension artérielle et la température corporelle offrent un aperçu essentiel sur l'état de santé d'une personne. Ce sont des constantes. Ils constituent des indicateurs cruciaux qui peuvent nous renseigner sur le bien-être physique. Parmi ces constantes, on a la prise de tension à l'aide du tensiomètre. Qu'est-ce que c'est? On en découvre en long et en large aujourd'hui avec Gisèle qui est dans la peau d'un médecin. Gisèle, oui, Blandine. tu es venue avec un je tensiomètre suis pour me équipée, prendre, je suis équipée. pour me prendre une tension. Oui, je suis ok. équipée, voilà, c'est ça, le tensiomètre. Ça, c'est le tensiomètre électronique. D'accord, parce qu'il y a aussi le tensiomètre manuel. D'accord. Il y a deux types. Alors, vous vous demandez sûrement, c'est quoi un tensiomètre? Un tensiomètre permet de mesurer la tension artérielle. Et comme je le disais, on a deux types de tensiomètres. Il y a le tensiomètre manuel. Ça, vous allez voir, il y a le stéto avec. Oui, Et, on fait... et comment on appelle? Et on fait On fait comme ça. on pompe, quoi. Mais ça, Oui. c'est le tensiomètre électronique. Oui. Alors, Électronique, comment est-ce qu'on fait la prise de... Voilà, je vais essayer. Je peux t'aider. Voilà, aide-moi, aide-moi. Je rappelle qu'on le fait sur le bras nu. Hein. C'est sur le bras nu. Voilà. Voilà. Et puis, on allume. Et bon, voilà. Vous allez voir. Ça a commencé. Vous allez voir que ça a commencé à serrer. Ouais, je confirme que ça gonfle. Ça commence à serrer. Ça serre plutôt. Voilà. Ok. Voilà. Et c'est bon. Et c'est bon. Maintenant, ça va redescendre. Ok. Et voilà, ça commence. Je suis là, l'huissier, pour vérifier. Je vais vérifier ce qu'elle dit. Ça relâche, au fait. En effet, oui. Voilà. Ok. Ok. Ça s'appelle le brassard. Le brassard. Oui. Le brassard de capitaine. Voilà. Le brassard du tensiomètre. Et je rappelle qu'avant de prendre sa tension, il faudrait être au repos au moins 10 à 15 minutes. Ok. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de mouvement, être au moins 10 à 15 minutes avant de commencer par prendre sa tension. Ok. Si c'est soi-même qui le fait, on le fait. La plupart du temps, le manuel est plus utilisé par le personnel de santé. Oui. Mais parce qu'il faut écouter avec le stéto et pouvoir interpréter. Mais l'électronique est à la portée de tous ceux qui sont hyper tendus, eux-mêmes peuvent le faire chez eux à la maison. Alors, maintenant, on va parler d'interprétation. Oui, j'allais poser la question parce Voilà. que moi je vois des chiffres, Oui, mais moi je comprends rien. voilà. On va interpréter. Qu'est-ce que ça veut On va dire? interpréter, vous allez voir, ça fait 125 Ouais, 125. sur 100. Ok. Ici, bon, disons 12 sur 10. Ok. 125 sur... qu'est-ce que j'ai dit là? Ouais, 100, ouais. c'est... Comment je vais dire ça? C'est... on peut dire que la valeur ou bien la valeur normale Ouais, même de la prise de tension, c'est 120 Ouais, sur 80. 80. Et ça, c'est en millimètres. Ok. C'est en millimètres. Maintenant, c'est en millimètres de mercure. Maintenant, quand on l'interprète 12 sur...
on a vu tout à l'heure 125. Si on dit 12 sur 125 sur 100, oui, ça, si on dit 12 sur 10 par exemple, là ça veut dire que c'est en millimètres, c'est en centimètres de mercure. Ok. Donc on va dire que lorsque la tension artérielle est supérieure ou égale à 14 sur 9. Là, on est en train de parler de centimètres par mercure. Ça veut dire que on parle de l'hypertension artérielle. Oui, on peut enlever, c'est bon. On peut enlever. Voilà. C'est bon. Maintenant, ça veut dire qu'on est en train de parler de centimètres par mercure. Maintenant, si c'est lorsque c'est en dessous de 9 sur 6. C'est-à-dire que c'est 90 sur 60 par exemple. Là, on est en train de parler de centimètres par mercure. On est en train de parler de l'hypotension artérielle. Ça veut dire que la personne n'est pas hypertendue, mais est hypotendue. Alors, on va parler des facteurs de risque qui contribuent à l'élévation de la tension artérielle. Encore appelés les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, on a deux types de facteurs. Il y a les facteurs qui sont non modifiables. On va parler par exemple de l'âge. Les personnes âgées sont les plus disposés à faire de l'hypertension que ceux qui sont moins âgés. Il y a l'âge et c'est un facteur non modifiable. Et on a le sexe. Il y a les hommes qui sont sujets à faire l'hypertension que les femmes. On va parler aussi de la race. Il y a la race noire qui est, voilà, sujet à faire l'hypertension que la race blanche. Maintenant, on va parler des facteurs qui sont modifiables. Là, on peut parler de la sédentarité, par exemple. Quelqu'un qui est sédentaire, à chaque fois, il faudrait peut-être qu'il mette un peu d'activité, qui bouge un peu. Pour réduire, voilà, ou bien pour minimiser le risque de rentrer dans la phase hyper tendue. Et il y a aussi l'alcool. Il y a l'obésité, il y a le stress, il y a la mauvaise cholestérol aussi. Et tout ça, si on peut modifier sur ça par les activités sportives. Alors, ce sont des choses qui contribuent à la survenue de l'hypertension artérielle. Et lorsque nous agissons sur ces choses, ces facteurs modifiables, on peut vraiment se sauver et revoir notre tension artérielle. Et je précise également que ceux qui sont hypertendus, il est conseillé que chaque jour, il faudrait prendre sa tension pour voir comment ou bien à combien est-ce que sa tension est, la tension est, et pouvoir agir sur ça si il le faut. Et aussi faire régulièrement les contrôles à l'hôpital, voir les spécialistes pour pouvoir vraiment nous aider. Parce que lorsque la tension augmente beaucoup, arrivé un moment, ça peut dévier vers d'autres maladies cardiovasculaires plus intenses, plus graves. Et si on ne va pas à l'hôpital pour faire des contrôles, on risque d'aggraver nos situations. Et vraiment, c'est pas bien. Donc, c'est tout pour la rubrique à l'hôpital du jour. J'espère que les téléspectateurs ont pris du plaisir à noter et à apprendre des choses. Merci. Merci beaucoup, Gisèle. Là, je pense que Ezekiel a une question. Non, pour pas toi. une question, juste parce que souvent, lorsqu'on a ce type d'appareil à la maison, les médecins conseillent durant une période de l'utiliser, mais de venir après aussi à l'hôpital justement pour voir si parfois les appareils ne sont pas défectueux lorsque vous prenez attention, vous n'êtes pas trompé. Voilà. La même chose aussi pour les diabétiques qui prennent leur glycémie aussi. On va juste placer ça pour compléter. Merci, Ezekiel. Merci beaucoup, Ezekiel. Et donc, comme c'est dit, prenez à chaque fois la peine d'aller, peut-être, aujourd'hui, il y a des CMS pratiquement dans chaque quartier. Voilà. Si vous n'avez pas un tensiomètre chez vous à la maison et que vous êtes hyper tendu, rendez-vous tout simplement dans un CMS et vous ferez tout simplement prendre votre tension artérielle pour savoir exactement où vous en êtes. C'est très, très, très important. Merci beaucoup, Gisèle. Pour ce matin, on a découvert ensemble ce qu'est le tensiomètre. Nous marquons encore une pause et nous revenons juste après pour recevoir notre invité.
Dans cette émission, je vous le disais tantôt que nous allons nous entretenir aujourd'hui avec notre invité, le coach scolaire, coach Kwame V, sur comment occuper les enfants en cette période de vacances. Monsieur Kwame V, merci de nous accompagner depuis le début de cette émission jusqu'à présent. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. J'espère que vous ne vous ennuyez pas. Oh, surtout pas. Surtout pas. Alors, dites-nous, comment impliquer les enfants dans la planification de leurs vacances? Ah ben, c'est qu'il faut déjà se mettre soi-même en tête que pendant les vacances, on sera là en tant que parent. Parce que souvent, les vacances, c'est beaucoup plus pour les parents, c'est du bon débarras. Et donc, pendant les vacances, il y a la grosse question, la grande question. Comment on va encore occuper ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire? Qu'est-ce qui va pouvoir les intéresser pour que ça ne soit pas un casse-tête pour nous? Et s'il faut les impliquer, ça veut dire qu'il va falloir dépenser parce qu'ils ont leurs envies, leurs désirs, leurs plans, leurs programmes. Alors que nous, pour nous, l'essentiel, c'est que bon, ils n'ont qu'à être occupés, puis nous, on va s'occuper de nos activités. Pendant longtemps, et je continue d'ailleurs, je suis toujours l'avocat et je fais un plaidoyer énorme pour que les congés professionnels soient harmonisés sur les vacances scolaires, sur la période des vacances scolaires. Parce que très souvent, chez nous, beaucoup de parents, pendant les vacances scolaires, eux ne sont pas en congé. Ils continuent leurs activités professionnelles et donc ne savent pas où sont les vacances, où sont les enfants. Et ils prennent leur congé souvent pendant le premier trimestre de l'année scolaire, pendant que les enfants sont à l'école. Alors que les vacances scolaires sont le moment idéal pour que la famille puisse se retrouver et pour que justement on puisse remettre les pendules à l'heure dans ce que j'appelle l'harmonie familiale. Et les parents pourront à partir de là redessiner et recontextualiser, voilà, joli français, la notion d'ambition familiale. Or ça, tant que les enfants ont leurs vacances et que les parents ont leur congé, ce travail ne peut pas se faire parce que c'est un travail qui ne se fait pas tout seul, chez vous, dans votre bureau ou bien là, assis dans votre chambre. Non, mais ça se fait avec tout le monde, ensemble. Et je ne parle pas du samedi soir ou bien du dimanche soir quand on est là assis à somnoler devant la télé que tout le monde est là. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on passe du temps ensemble, discuter, observer les uns et les autres, s'écouter parler, comprendre ce que les uns et les autres font. Donc, pour préparer les vacances scolaires, ça veut dire que je ne vais pas donner de mois, de période dans l'année, mais s'il le faut peut-être déjà à partir du début de l'année scolaire. Déjà à partir du début de l'année scolaire, il faudrait que les parents, avec les enfants, se mettent ensemble pour se mettre d'accord sur à quoi va ressembler les vacances scolaires prochaines. Où irons-nous? Que ferons-nous? Qui fait quoi? Et dans quelles conditions? À hauteur de combien? On définit tout ça ensemble. Et par rapport à ça, cela peut être une motivation pour l'enfant pour qu'il passe une année scolaire digne de ce nom, dans le respect de tout ce qu'il faut, avec de bons résultats. Bon, ça ne veut pas dire que s'il n'a pas de bons résultats, ce qui est prévu, lui, sera mis de côté. Je n'ai pas dit ça. Mais au moins, l'enfant sait ce vers quoi on tend. Maintenant, pour répondre à la question, comment on fait ça? Mais c'est une question de communication. Ce n'est pas des ordres qu'on aboie, c'est de la communication. Donc, les parents qui ont la bourse, qui ont le chèque, les parents qui ont une vision plus grande, qui maîtrisent mieux les contours d'organisation, lancent le sujet et les enfants vont proposer leurs idées, leurs petites idées, mais des idées intéressantes souvent. Ce n'est pas tout de dire, bon, ok, pour ces vacances-ci, on ira au village. Ouais, ben, les enfants, ils ne savent pas ce que c'est que le village. Ils veulent bien faire autre chose. Les enfants vous disent, bon, nous, on voudrait bien jouer au Monopoly ensemble. Nous, on voudrait bien sortir, aller au cinéma. Les vacances, c'est une bonne période, un minimum de 2 mois. Donc, il faudrait voir comment intéresser tout le monde par la communication, permettre à chacun d'apporter ses idées pour qu'on fasse un plat dans lequel tout le monde a son ingrédient présent et puisse être impliqué. Donc, tout passe par une certaine communication qui prend du temps.
Parce que ce n'est pas une communication d'une heure, beau jour, et puis voilà, c'est fini. Non, on le dit, on revient encore dessus, on peaufine l'idée, on y réfléchit, on prend du temps pour dessiner, on se met d'accord à un moment donné, et puis on sait que c'est ce vers quoi on pompe un produit fini dans lequel tout le monde sait qu'il a sa main, qu'il est impliqué, qu'il est, comme, voilà, il est membre entièrement dedans, quoi. Justement, voilà. coach, dans cette planification, je pense qu'on devrait aussi, disons, insérer une certaine voilà, renforcement de capacité chez les enfants. Quelles sont les compétences que vous conseillerez, par exemple, que ces enfants-là puissent renforcer pendant cette période de vacances-là? Pendant les vacances, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est les valeurs. Vous savez, sur le marché, voilà, tout le monde sait chercher les compétences et tout ça, hein, voilà, comment dire ça, informatique, menuiserie, perlage, tout ce que vous voulez, voilà, tout ça là c'est bien beau. Mais à la base, il y a une chose qui est très importante. Quel que soit ce que vous avez comme occupation, quel que soit ce que vous avez comme activité professionnelle pour laquelle vous êtes payé, on ne vous permettra pas d'aller plus loin si vous n'avez pas des valeurs humaines fortes et solides. Or ça, c'est à la maison que ça se passe. Quand je parle de valeurs humaines, j'aime bien utiliser l'acronyme BPM. Bonjour, pardon, merci. C'est à la maison que ça se passe. Et c'est à la maison que l'enfant apprend ça. Et c'est pas l'exemple que l'enfant le voit. Donc si papa veut que l'enfant... J'aime bien faire du sport. Et donc tous les matins, je fais ma gymnastique. Et mon fils, il est avec moi, systématiquement. Qu'il ne le veuille pas. Oh, c'est les vacances, on veut bien se réveiller plus tard. Oui, je ne refuse pas. Mais viens d'abord, on fait le sport d'abord. Après, tu pourras retourner te coucher. Ce qui est sûr, il n'a pas se recoucher. Voilà. Donc, c'est pas l'exemple. Et c'est à la maison que l'enfant... Maintenant, quelles sont les valeurs au-delà des valeurs humaines, des valeurs fortes? Il y a aussi des valeurs sociales. Comment collaborer, comment accepter, comment tolérer la présence de l'autre. C'est là où le papa peut, ou bien la maman peut déjà inviter d'autres personnes à la maison et impliquer l'enfant dans la réception de l'autre. Voilà, comment on accueille quelqu'un, comment on reçoit quelqu'un à la maison, comment on met la personne à l'aise. Voilà, c'est-à-dire tous ces petits trucs-là qu'on n'apprend pas à l'école. Ça, c'est important. C'est pendant les vacances que la famille permet à l'enfant d'acquérir ces valeurs fortes-là qui font de lui un citoyen modèle dans la société. Alors, on constate que les enfants aiment beaucoup, les enfants sont beaucoup curieux, ils aiment créer des choses. Alors, comment, pendant les vacances, on peut encourager la créativité chez les enfants? Une fois, je disais, il faut laisser les enfants faire. Et quelqu'un m'a dit, ouais, jusqu'à ce qu'ils cassent la télé. Ben, vous êtes obligés. Vous êtes obligés. Ouais, ben oui, en fait, c'est pas tout le monde qui est créatif. On est d'accord sur ça. Maintenant, la créativité peut être acquise chez certaines personnes. Quand on est enfant, on aime bien toucher à tout, on aime bien faire un peu de tout, voilà, gribouillis, coloriage, tout ça là. En grandissant, ça s'estompe un peu, bon, le système éducatif oblige, mais il y a quand même des résidus. Et pendant les vacances, on permet à l'enfant de faire quelque chose qui lui plaît. Mais tant que cela n'a pas été dit en amont, l'enfant ne peut pas savoir qu'il y a quelque chose qui lui plaît. Je ne sais pas si vous voyez. Vous n'allez pas vous lever un beau matin, au moment où vous lui avez toujours interdit tout et tout, et puis un beau matin, il dit, bon, qu'est-ce qui te plaît? Déjà, à la question, il va se dire, c'est un piège. Et il ne va pas vouloir répondre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, pendant les vacances, c'est une suite. Ça permet à l'enfant de développer quelque chose qui était déjà déclenché en lui. Maintenant, comment on fait ça? Ben, c'est qu'on lui laisse libre cours d'essayer un peu de tout. On ne peut pas savoir qu'on aime la banane si on n'y a jamais goûté. Donc, il faut oser, il faut le faire, et là, on sait que ça peut se faire. J'ai ma fille qui s'est découvert cette capacité d'oratoire devant les gens. Bon, ok, ben, chaque fois que possible, voilà, je l'emmène, voilà, elle est devant les gens, elle parle, elle fait son show, voilà. Elle le fait bien. Elle découvre une passion, ça lui plaît, elle le fait bien. Son frère, c'est le contraire. Lui, il veut pas. Lui, il est avec ses tournevis, avec son ordinateur. Bon, voilà, chacun son truc. Informaticien en devenir. Voilà, c'est ça, chacun son truc. Ouais. Alors, dites-nous, quelles sont les ressources éducatives en ligne qui sont plus efficaces pour les enfants en période de vacances? Parce qu'aujourd'hui, on sait que Internet occupe énormément les enfants. Bon, alors, les histoires d'écran là,
foncièrement, personnellement, je suis contre. Maintenant, pour le bien de l'émission, je vais laisser ma casquette personnelle. Je ne vais pas faire l'apologie d'un site en particulier, mais je sais que les outils principaux qui existent aujourd'hui, il y en a deux, Google et YouTube, qui sont très, comment on dit ça, qui sont une source intarissable d'informations d'informations, voilà, et de tout ce que vous voulez comme formation aussi, plus ou moins gratuite. Maintenant, à partir de là, vous pouvez trouver d'autres adresses, d'autres sites qui seront plus spécifiques, plus pointus selon ce dont vous avez besoin. Il serait prétentieux de ma part de vouloir faire une liste là de sites un peu à gauche, à droite. Ça, franchement, je n'oserais pas. Mais je sais qu'à partir de Google et de YouTube, vous avez accès à tout tant que vous savez faire les recherches. Voilà, donc il faut savoir comment rechercher. J'aimerais savoir, vous avez effleuré un instant le jeu de Monopoly. Quels sont les jeux? Est-ce qu'il y a une liste d'autres jeux éducatifs qui pourraient aider par exemple les enfants à s'épanouir pendant ces vacances? La plupart des jeux que nous connaissons, les jeux de société que nous connaissons, ce sont des jeux très utiles. Mais il y a de plus en plus de nouveaux jeux éducatifs très ludiques qui sont en conception et qui sont conçus par des Africains et qui sont donc conçus, c'est des jeux éducatifs conçus justement à cet effet. Bon, alors, c'est vrai que la plupart, pour le moment, sont conçus pour le monde professionnel. Maintenant, le travail est en cours pour le monde éducatif. Mais déjà, nous avons, j'ai à ma disposition au moins 2 jeux. Un pour l'éducation financière et un pour l'oratoire, que j'utilise souvent pour les jeunes, que ce soit à l'église, dans les écoles, dans les associations, un peu partout, qui leur permettent d'acquérir ce genre de connaissances. Maintenant, en plus de ça, il y a donc le jeu de Monopoly, le jeu de Ludo, le jeu d'échecs, qui est mon préféré. Le jeu de Scrabble, que ce soit en français ou en anglais ou en espagnol, vous pouvez prendre le jeu de Scrabble français et puis le faire dans la langue que vous voulez. C'est comme vous voulez. Le jeu de poursuite triviale, voilà, le jeu de... le truc naval là, bataille navale, le jeu traditionnel de jeu de mots, voilà, le jeu de lettres comme on l'avait appelé, et les jeux qu'on aime bien faire, le jeu de baccalauréat qu'on faisait avant, voilà, ce sont des jeux de société qui permettent à l'enfant ce sont des jeux d'éveil qui permettent à l'enfant de développer déjà la logique et la capacité d'éveil, d'être vraiment vivant parmi les siens, et puis le bagage linguistique, les chiffres, voilà, et tout le reste, la concentration, voilà, et tout le reste. Et aussi la mémoire, qui est très importante. Est-ce que vous aurez un dernier conseil à l'endroit des parents qui sont en train de nous suivre pour pouvoir occuper leurs enfants en cette période de vacances? Laissez les enfants oser. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque où on surprotège, on a tendance à surprotéger les enfants. Mais il faut plutôt laisser les enfants oser, parce que tant qu'ils n'osent pas, ils ne savent pas. On pense que, mon enfant, il est calme, il est tout ce qu'on veut à la maison, mais c'est parce qu'on ne l'a pas mis dans les conditions. Quand on le sort, le met dans les conditions, vous allez être surpris de ce que l'enfant peut faire, parce qu'il n'a pas encore osé, il n'a pas sorti ce qu'il a en lui. Donc, laissez les enfants oser. Laissez les enfants oser. Aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup, coach Kwamivi. Je rappelle que vous êtes... un coach scolaire. Merci d'être passé dans cette émission avec vous. Nous avons parlé du thème comment occuper les enfants en période de vacances. Ainsi se referme cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Ézéchiel, merci Gisèle. Merci, un grand merci coach. Merci également à vous qui êtes à la maison. Je n'oublie pas de dire un sincère merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Rendez-vous est donc pris sur demain matin. D'ici là, portez-vous bien.